Dans le dernier documentaire de David Paulides, Missing 411, The UFO Connection, ou comme je l'ai traduit en français, Missing 411, la connexion OVNI, David n'est pas en train d'expliquer que tous les cas de Missing 411 sont dus à des enlèvements extraterrestres. En fait, c'est plus une hypothèse et un regard sur le phénomène OVNI en général, mais aussi c'est que c'est à prendre en considération. Surtout depuis que le Pentagone a avoué que le phénomène OVNI était bien réel et qu'ils ont relâché la fameuse vidéo du Tic Tac UFO qui a été pris par des chasseurs au large des côtes américaines en 2004. Il y a aussi David Grush, un officier dans le US Air Force, qui a parlé devant le Congrès américain récemment. Il a essentiellement mis à jour un programme de récupération d'objets volants non identifiés opérant depuis plusieurs années et qui est subventionné par le gouvernement américain. Grush va raconter que la plupart des objets volants non identifiés qui ont été récupérés après un écrasement, après un crash. Mais il va aussi dire que certains appareils exotiques ont été récupérés alors qu'ils avaient été abandonnés sur place, comme s'ils avaient été donnés pour nous. Le but de ce programme-là, c'est de faire de la rétro-ingénierie sur les matériaux exotiques qu'ils découvrent, ainsi que s'accaparer de la technologie qui pourrait en découler. Là où je veux en venir, c'est que Grush a aussi dit qu'ils ont récupéré des entités non humaines, des entités peut-être extraterrestres, dimensionnelles, on ne sait pas vraiment, il n'y a pas le droit vraiment d'élaborer sur le sujet, mais on sait qu'ils ont des entités non humaines, probablement mortes. Grush va même dire devant le Congrès américain qu'il connaît personnellement des gens qui ont été physiquement blessés par le phénomène OVNI. Il va aussi raconter qu'il a vu des photos à caractère très très sensible, comme quoi que des gens auraient été blessés par des ovnis, par des entités non humaines. C'est ce qui m'amène à vous parler d'un des cas figurant dans le documentaire Missing 411 The UFO Connection de David Paulides. David va aller rencontrer un homme qui prétend avoir eu une rencontre assez particulière en forêt. Le 25 octobre 1974, à Medicine Bow Mountains, dans le Wyoming, Carl Higdon était censé aller travailler. Mais puisqu'aucun de ses collègues ne s'était présenté cette journée-là, Carl en a profité pour prendre la journée et aller à la chasse au wapiti. Carl est toujours accompagné de sa femme lorsqu'il va à la chasse, mais cette fois-ci, sa femme ne l'accompagnera pas. Carl va prendre son véhicule pour se rendre à son lieu de chasse. Une fois arrivé, il va commencer à s'enfoncer dans la forêt. Au bout d'un moment, Carl va apercevoir sur une colline 5 wapitis. Carl va donc s'avancer, il va remarquer que les 5 wapitis ne bougent pas d'un poil. Ils sont complètement figés. Évidemment, Carl va trouver ça très étrange. Il va tirer en leur direction en espérant avoir une réaction de leur part. Mais chose particulière, lorsqu'il tire, son fusil n'émet aucun son, rien. La balle de son fusil va aussi se comporter de façon bizarre. Elle va avancer au ralenti, puis elle va aller heurter quelque chose d'invisible, une genre de barrière invisible, et tomber au sol. Toujours aucune réaction des wapitis, ils se tiennent toujours figés. C'est alors que Carl va s'apercevoir que devant lui se tient un cube gigantesque invisible et les wapitis semblent être à l'intérieur de ce cube-là. Carl va aussi ressentir un genre d'électricité statique dans les environs, puis il va sentir une présence derrière lui. Carl va donc se retourner et il va apercevoir ce qu'il croit être un autre chasseur, mais il va bien vite s'apercevoir que c'est loin d'être un chasseur qui était derrière lui. Devant Carl se tient une entité extraterrestre de plus de 2 mètres de haut qui flotte dans les airs. Carl va décrire l'entité comme étant un humanoïde à la peau bleu-gris, avec des petits yeux, des cheveux jaunes en forme de paille et 2 antennes qui lui sortent de la tête. Autre chose, l'entité ne semble pas avoir de menton. Il va aussi dire qu'il porte un uniforme serré noir et à la ceinture une boucle avec une étoile et un M. Et en guise de main, il va y avoir un cône. Et c'est avec cet indice-là qu'il va pouvoir contrôler la gravité. L'entité va demander à Carl si celui-ci a faim. Et avant même d'entendre sa réponse, l'entité va faire flotter un paquet de 4 pilules en sa direction. Carl va attraper les pilules et va les avaler d'un coup. Il va aussi dire que c'était comme s'il était obligé de le faire, comme si quelque chose le contrôlait. Carl va soudainement se retrouver à l'intérieur du vaisseau et avec lui, les wapitis. Et les wapitis sont toujours figés sur place. Carl va dire à l'entité qu'ils ont pris ces wapitis. L'entité va se présenter comme étant Uso One ou Uso Premier en français. Il va expliquer à Carl qu'ils viennent souvent sur Terre pour se procurer du gibier ou des poissons dans la mer. Carl va apercevoir 2 autres entités exactement comme Uso à l'intérieur du cube. Ils vont aussi lui expliquer qu'ils vont l'amener sur leur planète qui se trouve à 163 années-lumière de la Terre. Les entités vont attacher Carl sur une chaise durant le voyage. Ils vont aussi lui mettre un casque sur la tête dont des fils vont en sortir. Carl ne saura jamais l'utilité de ce casque. Il va au moins pouvoir observer la Terre du vaisseau. Le voyage de 163 années-lumière va durer seulement quelques secondes selon Carl. La première chose que Carl va observer en arrivant sur la planète de Uso, ce sera une gigantesque tour. Gigantesque tellement qu'elle fait pâlir les autres buildings alentour. Il va y avoir de la lumière intense et brillante qui va émaner de la tour, tellement que les yeux à Carl vont se mettre à couler et à lui faire mal.
Uso va lui expliquer que c'est normal, sur sa planète, c'est comme ça. Il va aussi lui dire que lorsque lui vient sur notre planète, ça lui fait la même chose à ses yeux. Ses yeux coulent et notre soleil lui fait mal. Carl va être amené à l'intérieur de la tour, il va passer quelques examens, il va être scanné, puis on va lui dire que ce n'est pas ce qu'il recherche. Carl va aussi dire qu'il y avait d'autres humains avec lui. Est-ce qu'ils étaient là de gré ou de force? On ne sait pas. Carl va en déduire de ce qu'ils veulent dire par ce n'est pas ce qu'il recherche, c'est que Carl a subi une vasectomie plus tôt dans sa vie, donc il n'est pas fertile. Ils vont donc le ramener chez lui. Ils vont littéralement le laisser tomber sur une colline. Carl va être complètement désorienté. Il va réussir à trouver son véhicule et bizarrement, son véhicule ne sera pas au même endroit qu'il va l'avoir laissé. Il va être aussi enlisé dans la boue. Il sera incapable de le sortir par lui-même. Il va donc appeler avec la radio qui est à l'intérieur de son véhicule de l'aide. Le shérif local va se diriger vers sa position. Il va amener aussi quelques hommes ainsi que la femme de Carl. Lorsqu'ils vont retrouver Carl, Carl va être dans un état confus avancé. Et la seule chose qu'il va être capable de dire à sa femme et de répéter sans cesse, c'est « Ils ont pris mes wapitis ». Carl va passer 2 jours à l'hôpital après son aventure et c'est là qu'il va raconter à sa femme tout ce qui est arrivé. Si l'histoire de Carl est réelle et Carl n'a pas dérogé de son histoire depuis les années 70, il faut se demander si Carl avait été fertile, si Carl n'avait pas eu de vasectomie, est-ce que Carl aurait été retourné? Est-ce que Carl serait encore parmi nous aujourd'hui? Le prochain cas dont je veux vous parler, c'est un cas qui ne fait pas partie du documentaire de David Paulides. Par contre, il y a beaucoup de similitudes avec celui de Carl Higdon. J'avais entendu parler de ce cas-là bien avant que je connaisse le phénomène Missing 411 et je crois que c'était avant même que David Paulides écrive ses livres. Le 9 septembre 1979, à Dechmon Woods, en Écosse, Robert Taylor promenait son chien en forêt. Au bout d'un moment, en arrivant dans une clairière, Robert va observer un objet étrange qu'il va décrire comme étant un dôme sphérique tournant sur lui-même. La particularité de ce dôme, c'est qu'il alterne entre le visible et l'invisible. Robert va être craintif, mais il va être quand même curieux et il va s'avancer vers l'objet. C'est à ce moment-là que Robert va entendre un bruit métallique émanant de l'objet. Puis, 2 sphères qui vont ressembler à des mines sous-marines de la Deuxième Guerre mondiale vont en sortir et ils vont se diriger vers Robert. En voyant cela, Robert va se sauver, mais les 2 sphères vont l'agripper par les hanches et ils vont le tirer vers l'objet en question. Robert va sentir ensuite une odeur extrêmement puissante qu'il va décrire comme étant du liquide à frein brûlé, puis il va perdre connaissance. En revenant à lui, Robert va être complètement confus et l'objet semble avoir disparu. Il va estimer que 20 minutes s'est écoulées depuis qu'il a perdu connaissance. Il va être incapable de marcher, il va donc se traîner jusqu'à son véhicule avec son chien. Une fois rendu à son camion, Robert va tenter de rejoindre son patron avec la radio qui se trouve à l'intérieur de son véhicule pour lui demander de l'aide. Mais il va être incapable de le faire puisque aucun son va sortir de sa bouche, rien, aucune parole. Il sera incapable de parler ou d'émettre un son. Robert va se sentir incapable de conduire. Il va donc tituber jusqu'à sa maison qui se trouve à environ 1,5 km de l'incident. Une fois rendu chez lui, Robert va dire à sa femme qu'il vient de se faire attaquer par un vaisseau spatial. Sa femme va le regarder d'un air confus, elle va lui dire « mais ça n'existe pas ces choses-là ». Mais elle va quand même l'amener au médecin. Le médecin va bien constater qu'effectivement Robert a des plaies au niveau des hanches, exactement où ses pantalons sont déchirés. Il va décrire les blessures comme si c'était consistant avec des crochets qui se seraient agrippés à lui et qui l'avaient tiré. Il va donc recommander d'aller voir la police parce que oui, ça ressemble vraiment à une agression. La police va prendre la chose sérieusement et ils vont se diriger à l'endroit où Robert a dit s'être fait agresser. Ils vont effectivement remarquer qu'il y a des traces au sol et ça va être consistant avec un objet qui pèse au moins quelques tonnes. Ils vont aussi constater que les traces sont juste là, qu'il n'y a aucune trace qui part de l'endroit, il n'y a aucune trace qui se rend à l'endroit. Donc l'objet qui était là était effectivement là et puis il n'était plus là. Mais qu'est-ce qui est réellement arrivé à Robert Taylor? Est-ce que Robert aurait perdu connaissance en forêt puis s'aurait imaginé tout le reste? Ou est-ce que c'est vraiment arrivé? Ou est-ce que pendant quelques minutes, il aurait rencontré un objet venant d'un autre monde? Comme j'ai mentionné plus tôt, si on part de l'idée que c'est vrai leur histoire, eh bien, il y a beaucoup de similitudes entre les 2 cas. On part de l'idée que déjà les 2 cas ont laissé des traces physiques. Dans le cas de Carl Higdon, il a récupéré la balle qu'il aurait tirée sur une barrière invisible. La balle a été analysée. Ils ont été incapables de déterminer ce qu'elle avait frappé. Dans le cas de Robert Taylor, lui, on a récupéré ses pantalons et on les a analysés. Et c'était consistant avec l'histoire qu'il avait racontée des 2 sphères qui l'avaient attaqué. Il y a aussi les traces laissées par l'objet qui étaient bel et bien sur place et qui ont été analysées aussi par la police. Sans compter ses blessures dues aux sphères métalliques. Dans le cas de Carl, lui, c'est différent. Au lieu d'avoir eu des blessures, il semble avoir été guéri par les entités.
Avant sa rencontre avec Uso, Carl souffrait de congestion dans les poumons. Il y avait aussi des cicatrices dans les poumons qui ont disparu totalement après sa rencontre. Dans les deux cas, ils ont observé des ovnis qui semblaient être invisibles et dans les deux cas, ils se sont fait enlever contre leur propre gré. Même si l'entité Uso semblait être très gentille, elle l'a quand même forcé Carl à embarquer avec lui dans son vaisseau. Et aussi, lorsqu'ils l'ont guéri, ils lui ont pas demandé son consentement. Est-ce que c'était parce qu'il y avait des motifs ultérieurs à ça? Est-ce que c'est parce qu'il avait besoin d'un spécimen en santé? Finalement, dans les deux cas, lorsqu'ils ont été retournés, même si pour Robert Taylor, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé pendant le 20 minutes où il était inconscient, les deux étaient confus. Comme dans tous les cas de Missing 411 où les gens sont retrouvés vivants, ils vont être retrouvés dans un état de semi-conscience ou d'inconscience et ils vont être confus. C'est exactement ce qui est arrivé à Carl et à Robert. Malgré quelques petits éléments, leur histoire se termine quand même bien. Ce n'est pas la réalité pour tous les cas de Missing 411 dans The UFO Connection. Le prochain cas dont je veux vous parler est loin de bien se terminer. Par contre, je vais attendre la prochaine partie pour vous en parler.